Une nuit paisible sur la côte de Malibu se transforme en cauchemar vivant lorsqu'un puissant magnat de l'immobilier enferme sa femme enceinte à l'intérieur de leur villa en feu. Les flammes montent, le verre se brise, chaque porte est verrouillée. Il pense que personne ne le découvrira jamais, que le feu effacera ses péchés pour toujours. Mais alors que la fumée envahit les couloirs, une Rolls-Royce noire défonce les grilles et un milliardaire en sort en courant droit dans les flammes pour la sauver. Ce qui suit est une histoire de trahison, de survie et de justice que personne n'aurait pu imaginer. Restez avec nous jusqu'à la fin, car celle-ci, vous ne l'oublierez jamais. Et avant de commencer, dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Nous aimerions aussi connaître votre histoire. L'air de la nuit était déjà chargé de l'odeur de la fumée bien avant que quelqu'un ne voie les flammes. Une seule étincelle dansa dans un coin du grand salon et attrapa le bord d'un rideau de velours. En quelques secondes, la villa élégante qui brillait autrefois sous la lune argentée de Malibu se mit à luire d'une étrange lueur orange. À l'intérieur, Eleanor Hayes appuya ses paumes contre la porte vitrée verrouillée. Son souffle était rapide et saccadé. L'air brûlait sa gorge. Elle entendait le feu crépiter derrière elle, telle une bête affamée dévorant tout ce qu'elle avait construit avec amour. Ses mains tremblaient sur la poignée, mais elle ne bougeait pas. Richard l'avait verrouillée de l'extérieur. « Richard !» cria-t-elle en toussant, sa voix se brisant. « S'il te plaît, je n'arrive plus à respirer. » À travers la vitre épaisse, elle vit sa silhouette, calme, immobile. Une ombre sombre encadrée par le reflet des flammes. Il ne cria pas, il ne courut pas vers elle. Il tourna simplement la clé dans sa main, le léger bruit métallique transperçant ses cris, puis s'éloigna dans l'ombre de l'allée. Les genoux d'Eleanor fléchirent. Elle serra son ventre, sentant le léger mouvement de l'enfant en elle. « Tout va bien, mon bébé », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Maman est là. On va s'en sortir. » Son corps tremblait tandis qu'elle cherchait une autre sortie. Elle traversa le couloir où des photos de mariage encadraient les murs. À la lumière vacillante, ses sourires semblaient des fantômes se moquant d'elle. Le feu avait atteint la salle à manger, léchant les bords de la nappe blanche. L'odeur de cire fondue se mêlait à celle du parfum et de la peinture. C'était le parfum de la ruine. Elle trébucha sur une chaise renversée et tomba à genoux. Une douleur aiguë remonta le long de ses jambes. Le bébé bougea encore. Eleanor leva les yeux et aperçut la caméra de sécurité clignotant en rouge au-dessus du cadre de la porte. Cette petite lumière l'avait toujours fait se sentir surveillée, prisonnière. Ce soir, elle semblait être son seul témoin. « Quelqu'un verra ça », allait tâter-elle. « Ils sauront ce que tu as fait. » Elle chercha son téléphone, mais il n'était plus là. Richard le lui avait pris des heures plus tôt, prétendant vouloir la protéger du stress. Son esprit revit son sourire lorsqu'il l'avait dit. Ce sourire froid et professionnel qui paraissait autrefois si charmant sur les couvertures de magazines. Les flammes rugirent plus fort. Le lustre au-dessus d'elle commença à craquer. De petites gouttes de cristal fondu tombèrent et se brisèrent sur le sol de marbre. Elle sentait la fumée envahir ses poumons, amère et brûlante. Sa vision commençait à se troubler. Dehors, un vent d'orage traversa la vallée, attisant le feu jusqu'à la frénésie. La villa se dressait comme une torche contre le ciel nocturne. Des voisins commencèrent à se rassembler au bas de la colline, leurs téléphones levés, leurs voix se mêlant aux sirènes qui résonnaient au loin. À l'intérieur, Eleanor trouva la fenêtre arrière, mais le cadre était scellé. Richard l'avait renforcé des mois plus tôt pour la sécurité. Elle poussa quand même, frappant la vitre de son épaule, encore et encore, jusqu'à ce qu'une douleur fulgurante lui traverse le bras. La fenêtre ne céda pas. Elle appuya son front contre la vitre froide et murmura « S'il te plaît, mon Dieu, pas comme ça !» Une explosion secoua soudain le sol. Une conduite de gaz dans la cuisine venait de prendre feu. Le souffle de l'explosion la projeta en arrière. Elle tomba lourdement, sa vision vacillante. Le plafond se fissura au-dessus d'elle, projetant des étincelles et du plâtre. Elle essaya de ramper, ses doigts raclant le sol. Sa robe se déchira, laissant voir sa peau couverte de suie. Chaque respiration lui faisait mal. Chaque mouvement devenait plus lent. Mais elle continua.
Le bruit de son propre cœur battant résonnait dans ses oreilles. Au loin, une sirène se rapprochait, puis une autre. À travers la brume, elle entendit autre chose, des pneus qui crissaient, une portière qui claquait, une voix d'homme criant son nom. Eleanor. Un instant, elle crut rêver, puis elle vit les phares percer la fumée à l'extérieur, brillant comme le salut. Une silhouette avançait vers la grille en feu, son bras protégeant son visage. Le reflet du feu dansait sur sa veste. Elle voulut crier, mais seul un souffle rauque sortit de sa gorge. Ses genoux cédèrent à nouveau. Les flammes s'approchaient, grimpant le long des rideaux, engloutissant les tableaux, le piano, les photos. Tout. Dehors, l'homme heurta la grille de son épaule. Elle ne bougea pas. Il recula, puis lança sa voiture, une Rolls-Royce noire, droit sur la clôture en fer. Le métal hurla. La grille céda. Il sauta du véhicule avant même qu'il s'arrête et courut vers la maison. Les sirènes des pompiers retentissaient à travers les collines. Mais l'homme n'attendit pas. Il défonça la porte d'entrée d'un coup de pied et disparut dans le mur de fumée. À l'intérieur, Eleanor peinait à garder les yeux ouverts. Elle sentait la chaleur lui mordre la peau et le sol trembler sous elle. La dernière chose qu'elle vit, avant que tout ne s'éteigne, fut une ombre avançant à travers la fumée, grande et déterminée. Une voix perça le rugissement du feu. « Eleanor, où es-tu » Elle essaya de répondre, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres formèrent un seul mot, à peine un souffle. « Ici ». Puis tout devint blanc. Le feu, la fumée, la chaleur, tout disparut dans un éclat de lumière. Dehors, des étincelles s'élevèrent dans le ciel comme des étoiles naissantes. La caméra fixée près du garage continuait d'enregistrer, sa lumière rouge clignotant encore. Elle observait, elle se souvenait. Au-delà des flammes, un bruit de verre brisé déchira de nouveau la nuit. Le sauvetage venait de commencer. La matinée avait commencé comme toutes les autres dans la villa des Hayes, lumineuse et parfaite. Le soleil traversait les grandes baies vitrées, déposant une lueur dorée sur le sol de marbre. L'océan s'étendait au dehors, calme et vaste, les vagues bleues venant doucement frapper les falaises de Malibu. À l'intérieur, un air de jazz doux s'élevait du haut-parleur de la cuisine. L'odeur des pancakes et des agrumes emplissait la maison. Tout ressemblait à une page de magazine. Eleanor avançait lentement dans le salon, ses mains posées sur son ventre arrondi. 7 mois. Le bébé bougeait souvent maintenant, de petits rappels de vie en elle. Elle sourit faiblement en caressant son ventre. « Tu es fort » murmura-t-elle. « Comme je devrais l'être. » Sur le comptoir reposait un vase de liffrés qu'elle avait arrangé elle-même. La table était dressée pour deux. Elle avait placé la tasse préférée de Richard à sa place habituelle, près de la pile de journaux financiers qu'il ne lisait plus. Les pancakes refroidissaient. Quand la porte d'entrée s'ouvrit enfin, elle se retourna vivement, le visage illuminé. Mais Richard ne la salua pas. Il entra en parlant déjà au téléphone, la voix basse et tranchante. Son costume était froissé. Il portait un parfum qui n'était pas le sien. « Oui, j'ai dit que je m'en occuperais aujourd'hui », murmura-t-il. « Ne t'inquiète pas, les papiers seront prêts avant le coucher du soleil. » Puis il remarqua qu'elle le regardait et mit fin à l'appel brusquement. « Tu es déjà levé » dit-il d'un ton plat en desserrant sa cravate. Eleanor hésita. « J'ai préparé le petit déjeuner. Je pensais qu'on pourrait manger ensemble avant ta réunion. » Richard ne regarda même pas la table. « Je n'ai pas faim. » Son sourire s'effaça. « Tu avais promis qu'on parlerait des plans pour la chambre du bébé aujourd'hui. Il arrivera bientôt, et je pensais que peut-être on pourrait. » Il la coupa. « Pas maintenant, Eleanor. » Le ton de sa voix résonna dans la pièce comme une gifle. Elle baissa les yeux et commença à débarrasser les assiettes, bien que personne n'y ait touché. Le silence s'étira entre eux. Il se versa un verre d'alcool à la place, bien qu'il ne soit pas encore 10 heures. La glace craqua dans le verre. « Tu continues à t'inquiéter pour des rideaux et des couleurs pendant que j'essaie d'empêcher cette famille de s'effondrer, » dit-il. Eleanor se retourna lentement. Sa voix était calme, mais tremblante. « Nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui s'effondre ?» Il ne répondit pas. Il ouvrit plutôt sa mallette et en sortit une pile de documents. Elle remarqua que la première feuille portait son nom,
en lettres capitales. Assurance habitation, pourquoi ma signature est-elle sur ce papier? Demanda-t-elle doucement. Il esquissa un sourire, sans chaleur. Je l'ai ajouté pour gagner du temps. Tu détestes lire les contrats. Le cœur d'Éléanore accéléra. Tu avais dit que c'était une simple police de rénovation. Techniquement, c'est vrai, répondit-il. Elle couvre toutes les pertes en cas d'incendie ou de catastrophe naturelle. Tout est sous contrôle. La façon dont il prononce ces mots lui glace les sangs. Elle se souvint des nouvelles serrures qu'il avait installées la semaine dernière pour la sécurité. Des portes vitrées remplacées par des cadres en acier ignifugé. De son calme étrange, presque calculé, il but une gorgée, le regard perdu vers les vagues. « Tu devrais te reposer aujourd'hui. Ne sors pas. » Sa voix à elle n'était qu'un souffle. « Richard, est-ce qu'on a des problèmes? Dis-moi la vérité. » Il la regarda enfin. Et pendant une seconde, le masque tomba. Il y avait de la peur dans ses yeux, puis quelque chose de plus froid, du calcul. « Tu n'as pas besoin de te soucier de ce que tu ne comprends pas, » dit-il en posant son verre. « Reste simplement ici. » Il tourna les talons, mais elle attrapa sa manche. « S'il te plaît, s'il se passe quelque chose, j'ai le droit de savoir. » Il se dégagea. « Tu mérites ce que je te donne. » Rien de plus. Les mots la transpercèrent. Elle resta figée, le bruit de ses pas montant l'escalier résonnant dans la maison. Le jazz s'était arrêté. Seul le tic-tac de l'horloge brisait le silence. Éléanore s'assit lentement, les mains tremblantes. Elle regarda la photo encadrée sur la cheminée, le jour où ils avaient acheté cette maison. Elle souriait, pieds nus dans l'herbe, de la peinture sur les doigts. Richard l'avait enlacée, riant. Cet homme avait disparu, remplacé par un étranger. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Tu mérites mieux. Fais attention ce soir. » Elle fronça les sourcils, le relut 2 fois. L'expéditeur fut bloqué avant qu'elle ne puisse répondre. Dehors, des nuages sombres montaient depuis l'océan, couvrant la lumière du matin. Elle alla sur le balcon et regarda vers l'allée. Richard se tenait près d'un SUV noir, parlant à 2 hommes en costume. Il désigna la villa du doigt, le ton bas mais ferme. L'un d'eux acquiesça. L'estomac d'Éléanore se serra. Une angoisse la submergea. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ressentit soudain le besoin de partir. N'importe où, sauf ici. Mais quand elle essaya la porte d'entrée, la nouvelle serrure cliqueta fermement. Le trou de la clé avait disparu. Elle essaya la porte arrière. Elle ne bougea pas non plus. Sa poitrine se contracta. Elle leva les yeux vers la caméra de sécurité dans le couloir, la petite lumière rouge clignotante toujours allumée. Elle avait cru qu'elle servait à la protéger. Maintenant, elle semblait la surveiller. Le bébé donna un coup plus fort. Éléanore posa les 2 mains sur son ventre et murmura « Ce n'est rien, maman trouvera un moyen. » Elle monta à l'étage, ouvrit la fenêtre de la chambre du bébé et regarda vers la mer. L'air sentait le sel et la pluie. Pendant une seconde, elle crut voir quelque chose bouger sur la route des falaises. Une voiture qu'elle ne connaissait pas ralentir, s'arrêter. Elle ne le savait pas encore, mais cette voiture appartenait à Alexandre Voss, l'homme qui plus tard traverserait le feu pour lui sauver la vie. En bas, la voix de Richard résonna faiblement dans le couloir, tandis qu'il passait un autre appel. « Oui, ce soir, dit-il. Tout se termine ce soir. » La caméra au-dessus de la porte continua de clignoter, silencieuse et régulière. Dehors, la première goutte de pluie heurta la vitre comme un murmure d'inévitable. La pluie ne vint jamais. Elle restait suspendue au-dessus de la villa, lourde et menaçante, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. En fin d'après-midi, l'air devint étrange, trop calme, trop silencieux. Éléanore était assise dans le bureau, les doigts effleurant le bord d'un cadre photo poussiéreux. L'image montrait elle et Richard lors d'un gala de l'entreprise, souriant devant les caméras. À l'époque, elle croyait que ses sourires étaient sincères. En regardant de plus près, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué. Sa main à lui ne reposait pas sur son dos avec tendresse. Elle la serrait. Un dossier était ouvert sur le bureau devant elle. Ce n'était pas le sien. Elle l'avait trouvé à moitié caché sous une pile de factures. La curiosité l'avait poussée à regarder.
La peur l'avait forcée à continuer. La première page était une copie de la police d'assurance, celle dont Richard avait parlé le matin même. Mais en dessous se trouvait un autre document qu'elle n'avait jamais vu. Il portait sa signature, datée de 2 semaines plus tôt. Son estomac se noua. Elle n'avait rien signé depuis des semaines. Puis, elle lut les détails du transfert. En cas de décès accidentel imprévu, tous les biens reviendraient à Richard Hayes seul. La villa, les voitures, les économies, tout. Ses mains tremblaient tellement que la feuille glissa de ses doigts. Elle attrapa la suivante, espérant se tromper. C'était pire. Une clause autorisant la liquidation de son fonds personnel, une signature imitée à la perfection. Elle en eut le vertige. Le bébé bougea. Elle posa une main sur son ventre pour calmer sa respiration. « Tout va bien », murmura-t-elle, bien que sa voix se brise. « Maman va bien ». Son téléphone, toujours introuvable, se trouvait sûrement dans le bureau de Richard. Elle le savait. Elle s'y rendit. La porte était entr'ouverte. Elle hésita avant d'entrer. L'odeur du parfum de Richard flottait dans l'air, trop forte, presque étouffante. Son bureau était impeccable, à l'exception de son ordinateur portable, dont l'écran diffusait une faible lumière. Elle n'aurait pas dû regarder, mais elle le fit. L'écran affichait une conversation ouverte. Son cœur battait à tout rompre en lisant. De Lydia Stone. Tout est prêt. Tu recevras le virement une fois que ce sera terminé. Assure-toi qu'elle soit seule. Ulysses. De Richard Hayes. Les verrous sont en place. Ce soir, personne ne viendra nous déranger. Eleanor resta figée. Le nom Lydia la frappa comme une lame. Lydia Stone, la conseillère juridique de l'entreprise, une femme qu'elle avait rencontrée plusieurs fois lors de dîners, toujours trop amicale, trop proche. Elle se souvenait d'un murmure entre eux, à un cocktail, qu'elle avait préféré ignorer. Elle ne voulait pas croire que son mari pouvait être cet homme-là. Maintenant, elle en avait la preuve. Un bruit derrière elle la fit se retourner. La porte se refermait. Richard se tenait là, un verre de whisky à la main. « Tu cherches quelque chose ?» Son ton était calme, mais ses yeux perçants. Le cœur d'Eleanor battait si fort qu'elle l'entendait. « Où est mon téléphone ?» Il avança lentement. « Tu ne devrais pas être ici. »« Tu as falsifié ma signature, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tu as souscrit une assurance en cas de ma mort. Tu as prévu. »« Arrête !» dit-il, sa voix s'élevant. Il posa brusquement le verre sur le bureau. « Tu ne comprends rien aux affaires. » Elle recula. « Ce ne sont pas des affaires, c'est un meurtre. » Ses lèvres esquissèrent un sourire moqueur. Grand mot pour quelqu'un qui n'a jamais fini de lire un contrat. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu m'aimais autrefois. »« Oui, » répondit-il simplement, « jusqu'à ce que l'amour cesse d'être rentable. » Son. Les mots la frappèrent de plein fouet. Elle sentit l'air quitter sa poitrine. « Qu'as-tu fait, Richard ?» Il passa derrière le bureau, refermant l'ordinateur d'un geste. « Rien encore, mais si tu restes calme, tout ira bien. » Sa voix tremblait. « Tu as verrouillé les portes. Pourquoi ? » « Pour ta sécurité, » répondit-il avec douceur. « Tu es enceinte, tu dois te reposer. » Elle fit un pas en arrière, son talon heurtant le mur. Le bébé donna un coup violent, réagissant à sa peur. Sa respiration s'accéléra. « Laisse-moi sortir. »« Eleanor, » dit-il d'un ton bas, « tu dois me faire confiance. »« Je ne te fais pas confiance. » Quelque chose dans sa voix fit disparaître son sourire. Pour la première fois, la colère traversa son regard. « Tu ne réfléchis pas clairement, dit-il. Je devrais être appelé le docteur Lester. Il te donnera quelque chose pour te calmer. » Elle secoua la tête, paniquée. « Tu ne me toucheras pas. Tu ne toucheras pas à mon enfant. » Il bougea plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Sa main saisit son poignet. Elle poussa un cri, la douleur vive et soudaine. « Richard, s'il te plaît, » allait tâter-elle. « Tu me fais mal. » Il se pencha, la voix froide et basse. « Si tu cessais simplement de me contredire, rien de tout cela ne serait nécessaire. » Puis, aussi brusquement qu'il l'avait attrapée, il la relâcha. Il lissa sa cravate. « Tu vois ce que tu me fais faire ?» dit-il. « C'est de ta faute. Baiju. » Elle frotta son poignet, des marques rouges apparaissant sur sa peau. Son cœur battait à tout rompre. Elle comprit qu'elle était prisonnière, pas seulement dans cette pièce, mais dans un cauchemar qu'elle ne pouvait plus ignorer.
Il se tourna vers la porte. « Reste à l'étage ce soir, je vais tout arranger. »« Arranger quoi ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas. La porte se referma derrière lui dans un déclic doux mais définitif. Eleanor resta seule dans la pénombre, le corps tremblant. L'odeur du whisky emplissait encore la pièce. Elle regarda la fenêtre verrouillée, puis la petite lumière rouge de la caméra dans le coin. La vérité la glaça, il la surveillait. Toujours, elle s'effondra à genoux, serrant son ventre. « Je te protégerai, » murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Dehors, le tonnerre roula au-dessus du Pacifique, lointain et grave, comme un avertissement. À l'étage, les lumières vacillèrent une fois, puis tout devint noir. La nuit s'était installée lourdement sur la côte, remplie du bruit du vent s'engouffrant dans les cyprès. L'océan murmurait en contrebas des falaises, sombre et infini. À l'intérieur de la villa, chaque ombre semblait vivante. Les lumières s'étaient rallumées 1 heure plus tôt, mais Eleanor aurait préféré qu'elles restent éteintes. La clarté ne faisait que mettre en évidence ce qu'elle ne voulait pas affronter. Les verrous sur les portes, l'odeur d'essence dans le couloir, le silence. Elle était assise au bord du lit, les mains posées sur son ventre. Son corps tremblait à chaque coup que donnait le bébé. « Tout va bien », murmura-t-elle, essayant de garder sa voix calme. « Il faut juste rester tranquille. » Mais le calme ne dura pas. En bas, une porte grinça. Des pas lourds traversèrent le plancher. Puis un tintement de verre se fit entendre, suivi d'un léger éclaboussement. Elle reconnut aussitôt l'odeur. Du carburant. Son souffle se coupa. Elle s'approcha du haut de l'escalier et se figea. Richard se tenait dans le salon, un bidon d'essence argenté à la main. Il était calme, presque élégant, inclinant le récipient d'un côté à l'autre pour tracer une ligne brillante sur le sol de marbre. « Richard !» appela-t-elle d'une voix brisée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il leva les yeux, d'abord surpris, puis impassible. « Tu es réveillé, dit-il. « Parfait. Ce sera plus rapide si tu ne résistes pas. » Ses jambes se dérobèrent. « Tu ne peux pas faire ça. Je t'en prie. Je suis enceinte. » Il esquissa un léger sourire, comme s'il voulait la rassurer. « Tu as dit que tu ne me faisais pas confiance. Je m'assure simplement que ce ne soit plus un problème. » Il sortit un briquet de sa poche et l'ouvrit. La petite flamme se refléta dans ses yeux, froide et vide. Eleanor descendit de quelques marches, la peur laissant place au désespoir. « Tu vas nous tuer tous les deux ?»« Non, » répondit-il calmement. « Toi, tu mourras, moi je pleurerai, tout le monde me plaindra. Ensuite, l'argent arrivera et je recommencerai à zéro. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'un coup. Il avait tout planifié. Même sa mort avait une valeur. Elle fit volte-face et s'élança vers le couloir du fond, mais il fut plus rapide qu'elle ne l'imaginait. Sa main attrapa son bras et la tira en arrière. Le briquet tomba au sol, toujours allumé. Une flamme rampa jusqu'au carburant renversé, puis s'enflamma. Le feu se propagea vite, les rideaux s'embrasèrent, l'air se remplit d'un rugissement assourdissant. Eleanor cria et se libéra, son poignet brûlant là où il l'avait saisi. Elle trébucha dans le couloir, toussant, les yeux piquants à cause de la fumée. Richard cria quelque chose derrière elle, mais elle n'écouta pas. Elle s'enferma dans la buanderie et verrouilla la porte. Le bébé donna un coup violent. « Tiens bon !» allaita-t-elle, tombant à genoux. « Tiens bon, je t'en supplie. » Olignou. Les flammes léchaient déjà le bas de la porte. La chaleur devint insupportable. Elle rampa jusqu'à la petite fenêtre au-dessus de l'évier et poussa. Rien ne bougea. Verre renforcé. Il avait tout prévu. Sa vision se troubla. La fumée envahissait la pièce comme une créature vivante. Elle arracha un morceau de sa manche, le plaça contre sa bouche et essaya de respirer. Ses poumons la brûlaient. Dehors, le vent hurlait contre la maison. Loin au loin, elle crut entendre des sirènes. Un faible espoir naquit en elle. Elle se redressa, cherchant quelque chose pour briser la vitre. Ses yeux tombèrent sur la tige métallique d'un balai. Elle la saisit et frappa de toutes ses forces. La vitre se fissura, pas assez. Elle frappa encore. La douleur remonta le long de ses bras, mais elle continua. Un fracas retentit derrière elle. La porte se brisait, les flammes s'infiltrant dans les fentes.
L'ombre de Richard apparut, déformée par le feu. « Arrête, Éléanore !» cria-t-il par-dessus le vacarme. « Tu vas empirer les choses !» Elle se retourna, toussant violemment, le visage couvert de suie. « Tu les as déjà empirés !» Il fit un pas en avant, mais le feu s'éleva entre eux, le repoussant. Elle frappa encore la vitre. Cette fois, elle éclata vers l'extérieur, les éclats tombant dans le jardin obscur. L'air frais entra brusquement. Elle se hissa jusqu'à l'ouverture, son ventre tordu de douleur. « Éléanore !» hurla-t-il. « Tu ne survivras pas à ça. » « Oh !» Elle ne répondit pas. Elle se glissa à travers l'ouverture, se déchirant la peau contre le cadre. Ses pieds touchèrent l'herbe humide, et elle s'effondra, haletante. Derrière elle, la villa flambait comme une fournaise. La chaleur lui brûlait le dos. Elle rampa de quelques mètres, le corps tremblant. Sa vue vacillait. Le bruit du feu engloutissant, tout était assourdissant. Elle aperçut Richard à travers les flammes. Il marchait, criait, mais elle n'entendait plus rien. Puis, au loin, des phares percèrent la nuit. Une voiture montait la colline à toute vitesse, les pneus crissant sur le gravier. Le moteur rugit en brisant le portail, des étincelles jaillissant du métal tordu. Un instant, Éléanore crut halluciner. Mais la voiture ne s'arrêta pas. Elle fonça sur l'allée enfumée et freina brusquement devant la porte d'entrée. Un homme en sortit, sa silhouette découpée dans la lumière des flammes. « Alexander !» murmura-t-elle en le reconnaissant à travers la brume. Il prit une veste ignifugée dans le coffre et courut droit vers la maison. Les flammes semblaient vouloir l'engloutir, s'enroulant autour de la porte comme des mains cherchant à le retenir. Éléanore essaya de se relever. « Non !» souffla-t-elle d'une voix rauque. « C'est trop dangereux. » Mais il ne l'entendit pas. Il disparut dans l'enfer. Les sirènes se rapprochaient maintenant, résonnant dans les collines. Elle distinguait à peine à travers la fumée, mais elle entendit un bruit lourd venant de l'intérieur, puis une voix, étouffée, désespérée, criant son nom. « Éléanore !» Elle posa sa main sur sa poitrine, les larmes se mêlant à la suie. « Ici !» voulut-elle crier. Mais ce ne fut qu'un souffle. Les vitres de la façade explosèrent, projetant du verre dans le jardin. Une vague de chaleur la frappa. Elle se couvrit le visage, criant de douleur. À travers les flammes, elle vit une silhouette. Un homme portait quelqu'un dans ses bras. Alexander sortit dans la cour, trébuchant, le corps d'Éléanore inerte contre lui. Un instant, elle ne comprit pas. Puis elle réalisa ce qu'elle voyait. Il était retourné dans le feu pour la sauver, et il l'avait trouvée avant que les flammes ne la prennent. Les sirènes s'arrêtèrent devant le portail. La nuit se remplit de cris, d'eau projetée et du sifflement des flammes mourantes. Mais pour Éléanore, le monde était silencieux. Ses paupières battirent une dernière fois, puis tout devint blanc. Le son des sirènes perça le rugissement du feu. Les lumières rouges et bleues se reflétaient sur la fumée, illuminant le jardin brûlé comme des vagues de couleurs. Mais Alexander Voss ne les voyait pas. Tout son monde s'était rétréci au poids dans ses bras et aux faibles poules battant contre sa poitrine. Éléanore était inerte, la peau grise de suie, les cheveux emmêlés et trempés de sueur. Sa respiration venait par courtes bouffées, fragile et irrégulière. Il s'accroupit, protégeant son visage avec sa veste, tandis que des braises tombaient du toit qui s'effondraient derrière eux. « Reste avec moi », murmura-t-il avec urgence. « Tu m'entends, Éléanore ? Ne dors pas. » Ses paupières frémirent. Elle les ouvrit un instant, apercevant son visage à travers la brume. Ses lèvres bougèrent, à peine un souffle. « Alexander ? Oui, je te tiens. » Sa voix était rauque à cause de la fumée, mais sa prise se raffermit. « Tu es en sécurité maintenant, je te le promets. » La maison derrière eux gémit. Une partie du toit s'effondra, projetant un nuage d'étincelles dans le ciel. L'air brûlant les frappa dans le dos. Alexander se tourna, la protégeant de son corps tandis que les flammes montaient plus haut. Il sentait la chaleur lui mordre la nuque, le souffle du feu les poursuivre. Les pompiers criaient des ordres en courant à travers les grilles. Les jets d'eau formaient des arcs dans la nuit, transformant l'air en vapeur. « Victime ici !» hurla Alexander en agitant un bras. « Elle est enceinte, il lui faut de l'oxygène tout de suite !»
2 pompiers accoururent et le guidèrent vers le fourgon des secours en bordure de la propriété. Le sol était glissant, couvert d'eau et de cendres. Il trébucha une fois, manquant de tomber, mais ne la lâcha pas. Arrivé au véhicule, il la déposa délicatement sur une civière. Sa main s'agrippa faiblement à sa manche, refusant de la lâcher. « Ne pars pas » murmura-t-elle. « Je ne vais nulle part » répondit-il en essuyant la cendre sur son visage. « Respire, d'accord? Ils vont s'occuper de toi. » Un ambulancier posa un masque à oxygène sur sa bouche et vérifia son pouls. « Sa tension chute » dit-il rapidement à son collègue. « Elle entre en état de choc. » Alexander se recula, le cœur battant. Ses vêtements étaient trempés de sueur et de fumée, ses poumons brûlaient. Mais il ne pouvait détourner les yeux. Il regarda pendant qu'il posait un moniteur sur son ventre. Le son électronique d'un battement de cœur emplit l'air. « Voilà » dit le secouriste. « Le bébé est vivant. » Alexander ferma les yeux, la gorge serrée de soulagement. Pendant un long moment, il ne put parler. Il resta là, tremblant, jusqu'à ce qu'on lui tende une couverture et qu'on lui dise de s'asseoir. Mais il ne bougea pas. Il resta près de la civière, tandis qu'il la chargeait dans l'ambulance. « Qui êtes-vous » demanda un pompier. « Un ami » répondit doucement Alexander. « Elle m'a appelé une fois, il y a des mois. Je savais que quelque chose n'allait pas. » Le pompier hocha la tête en regardant la villa en flammes. « Vous avez eu de la chance. 2 minutes de plus, et elle n'aurait pas survécu. » Alexander regarda la maison désormais en ruine. Le feu l'avait dévorée entièrement, ne laissant que des squelettes de poutres incandescents et de la fumée montant vers la nuit. Dans le chaos, Richard Hayes se tenait près de l'allée, hurlant sur les policiers. Sa chemise était à moitié brûlée, son visage noirci de rage. « C'est elle !» criait-il. « Elle est folle. C'est elle qui a mis le feu. » Le policier resta impassible. « Monsieur, nous avons les enregistrements de sécurité vous montrant en train de répandre de l'essence. »« C'est impossible !» répliqua Richard. « Ce n'est pas assez » coupa l'officier en avançant. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Alexander regarda en silence pendant qu'il lui passait les menottes. Un instant, leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Richard, il n'y avait pas de remords, seulement de la haine. Mais cela n'avait plus d'importance. Le monde venait de changer. Ni l'argent, ni le pouvoir ne pourraient effacer les preuves. Alexander monta dans l'ambulance avant que les portes ne se referment. Le secouriste lui fit un signe rapide. « Restez à l'arrière et gardez la calme. Nous serons à l'hôpital Saint-Augustin dans 10 minutes. » Éléanore bougea lorsque le véhicule démarra. Ses yeux s'ouvrirent à moitié, voilés de confusion. « Le bébé » murmura-t-elle. « Est-ce qu'elle... »« Elle va bien, » dit-il doucement. « Vous allez bien toutes les deux. Respirez, d'accord ?» Elle cligna lentement des yeux, croisant son regard à travers le masque. « Tu es venu pour moi. Je te l'avais promis. » Sa voix trembla. « Tu ne t'en souviens pas ? À l'université. Tu m'avais dit que si un jour tu étais en danger, je devais courir vers toi, pas m'éloigner. » Un faible sourire apparut sur ses lèvres avant qu'elle ne referme les yeux. Le moniteur bipait doucement à côté d'elle. Alexander resta immobile, observant la respiration régulière de sa poitrine. L'odeur de la fumée collait à sa peau, mais au-delà se mêlait autre chose, un souffle d'espoir. Lorsque l'ambulance arriva à l'hôpital, les projecteurs de l'entrée baignaient le quai d'urgence de lumière blanche. Des infirmières se précipitèrent avec des brancards et un médecin donna des ordres d'une voix ferme. Alexander les suivit jusqu'aux portes qui se refermèrent devant lui. « Famille uniquement », dit l'infirmière d'un ton ferme. Il hésita, puis hocha la tête. « Dites-lui qu'elle n'est pas seule, dit-il, qu'il y a des gens qui tiennent à elle. » Il recula, regardant le brancard disparaître dans le couloir éclairé. Ses mains tremblaient encore, noircies de suie. L'adrénaline retombait, ne laissant que la fatigue. Dehors, la nuit était plus calme. Les sirènes s'éloignaient peu à peu. Au-dessus de lui, les premières étoiles perçaient à travers la brume de fumée. Alexander s'assit sur le trottoir, les coudes sur les genoux. Il leva les yeux vers l'horizon encore rougeoyant et murmura pour lui-même « Tu as survécu, Éléanore, tu as survécu. » Derrière lui, la villa achevait de brûler.
L'eau sifflait sur les décombres, tandis que les pompiers éteignaient les dernières braises. Les journalistes arrivaient déjà, leurs caméras brillant dans l'obscurité. Les gros titres se répandraient dès le matin. Mais pour l'instant, il n'y avait plus que le son de l'océan et le rythme régulier de 2 cœurs encore battants. Au matin, les flammes s'étaient éteintes, mais l'histoire ne faisait que commencer à brûler. Des cendres flottaient encore au-dessus des falaises de Malibu lorsque la lumière du soleil toucha les restes calcinés de la villa des Hayes. Ce qui avait autrefois été un symbole de richesse et d'élégance n'était plus qu'une carcasse noire et brisée. Les camions de pompiers bordaient la rue, le ruban de la police claquait dans le vent. Des journalistes se tenaient près des grilles, leurs micros tournés vers le chaos. Les premières preuves suggèrent un incendie criminel, annonçait une correspondante face à la caméra. Les autorités confirment qu'Eleanor Hayes, l'épouse enceinte du magnat de l'immobilier Richard Hayes, a été sauvée des flammes quelques instants avant que toute la structure ne s'effondre. Son mari est actuellement en détention. Yuzen, sa voix résonnait sur les écrans de télévision et les téléphones à travers toute la Californie. En quelques heures, la vidéo fuitait. Tout avait commencé par un clip de 30 secondes publié par un pompier sur les réseaux sociaux, tremblant, de mauvaise qualité mais indéniable. On y voyait Richard Hayes, éclairé par les flammes, tenant un bidon d'essence argenté. Il levait les yeux, réalisait qu'il était filmé, puis se détournait. La vidéo se répandit comme un feu de forêt. 1000 partages devinrent 10 000. À midi, elle faisait la une des journaux nationaux. Les titres s'affichaient partout. Un mari millionnaire met le feu à la maison de sa femme enceinte. Tentative de meurtre dans une villa de Malibu. Un magnat de l'immobilier pris en flagrant délit d'incendie criminel. La colère du public explosa. Les commentaires défilaient sous la vidéo. « J'espère qu'elle et le bébé vont bien. » Il croyait que son argent pouvait tout cacher. Justice pour Eleanor. À la mi-journée, le hashtag Justice for Eleanor devint viral dans le monde entier. Les journalistes creusèrent davantage, découvrant les polices d'assurance falsifiées et les signatures truquées. Quelqu'un du bureau même de Richard divulgua des courriels prouvant qu'il avait préparé la demande des semaines avant l'incendie. Pendant ce temps, à l'hôpital Saint-Augustin, Eleanor reposait dans une chambre privée. Les machines bipaient doucement à côté d'elle, suivant le rythme régulier de son cœur et de celui de son enfant. La pièce était silencieuse, sauf pour le vent de l'océan caressant la vitre. Alexander était assis dans un coin, son téléphone à la main. Tous les grands médias avaient repris l'affaire. Une diffusion en direct montrait des manifestants rassemblés devant le tribunal de Santa Monica, brandissant des pancartes où l'on lisait « Plus jamais le silence » et « Protégez-la ». Il leva les yeux vers Eleanor. Ses paupières étaient ouvertes maintenant, son regard encore flou, mais éveillé. « C'est partout », dit-il doucement. « Le monde entier a vu ce qu'il a fait. » Elle tourna la tête vers lui, la voix faible mais ferme. « Tant mieux. » Il hésita. « Il t'appelle une survivante. » Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Pas encore, mais je le serai. » À ce moment, une infirmière entra avec un sourire bienveillant. « Vous avez de la visite, » dit-elle. Le détective Marquez est là, ainsi qu'une représentante du bureau du procureur. Eleanor hocha la tête. « Faites-les entrer. » 2 officiers entrèrent dans la chambre, retirant leur chapeau par respect. Le détective Marquez, grand, les cheveux gris et les yeux doux, s'approcha du lit. « Madame Hayes, je suis heureux de vous voir consciente. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous le détenons. Il ne sortira pas. » Ses doigts se crispèrent sur la couverture. « Il a avoué ? » « Pas encore, » répondit le détective. « Mais il n'a pas besoin de le faire. Les caméras de sécurité parlent d'elles-mêmes. On y voit tout, y compris le moment où il verrouille les portes. » Eleanor cligna des yeux, les larmes lui montant. « La caméra, » murmura-t-elle. « Elle a tout vu. » La représentante du procureur prit la parole. « Nous préparons des charges pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance et mise en danger d'un enfant à naître. Les preuves sont solides. Vous n'aurez pas à le revoir, sauf si vous choisissez de témoigner. » Eleanor ferma les yeux un instant, inspira profondément. « Je témoignerai, dit-elle enfin. Il pensait que je me tairais pour toujours. Il ne me connaît plus. » Lorsqu'ils sortirent, Alexander s'approcha. «
Tu es sûr de vouloir affronter tout ça? Ce sera partout. Les caméras, les journalistes, les questions. Elle le regarda, les yeux clairs malgré la douleur. Si je ne parle pas, il gagne. You. Dans toute la ville, le monde se retournait déjà contre Richard Hayes. Le conseil d'administration de son entreprise convoqua une réunion d'urgence. L'action chuta de 30% en une journée. Les investisseurs se retirèrent. Les clients annulèrent leurs contrats. Le soir venu, son nom était partout pour les pires raisons. Une publication virale montrait 2 photos côte à côte. Richard souriant en couverture du magazine Business Monthly l'année précédente, et maintenant, sa photo d'arrestation, le regard vide, le visage figé. La légende disait « D'un empire aux cendres ». À l'hôpital, les messages de soutien affluaient sur les réseaux d'Eleanor. Des femmes qu'elle ne connaissait pas partageaient leurs propres histoires de survie. Les journalistes attendaient dehors, leur micro sous la pluie enfin tombée. Eleanor s'assit dans son lit, tenant son téléphone pour la première fois depuis l'incendie. Elle lut lentement les messages. Chacun ressemblait à un murmure de force venu d'inconnus qui comprenaient. « Il s'en souciant », murmura-t-elle. « Il s'en soutient vraiment ». Alexander esquissa un léger sourire. « Oui, tu leur as donné la vérité. Et les gens répondent toujours à la vérité. » Elle regarda la pluie brouiller les lumières de la ville. « Il me répétait que personne ne me croirait jamais, dit-elle doucement. Maintenant, le monde entier me croit. » Dans le couloir, un téléviseur diffusait le journal du soir. On y voyait Richard Hayes escorté vers le tribunal, menottes au poignet, des journalistes criant des questions. « Monsieur Hayes, avez-vous quelque chose à dire à votre femme ?» lança quelqu'un. Il ne répondit pas. Il baissa la tête, la mâchoire serrée, le regard sombre. À l'hôpital, Eleanor éteignit son téléphone et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas complète, pas encore, mais suffisante pour respirer sans peur. Le monde dehors continuerait à parler, les nouvelles continueraient à tourner, mais la vérité avait déjà fait son œuvre. Elle s'était répandue, et rien ne pourrait jamais l'effacer. Le palais de justice du centre-ville de Santa Monica débordait ce matin-là. Les journalistes se pressaient sur les marches, les flashs d'appareils photo éclatant comme des éclairs à intervalles réguliers. Les policiers maintenaient une barrière serrée autour de l'entrée, tandis que les camions de presse s'alignaient dans la rue. Tout le monde voulait assister à la chute de Richard Hayes. À l'intérieur, la salle d'audience vibrait d'une tension palpable. Les bancs en bois étaient remplis de journalistes, de curieux et de défenseurs des victimes. L'air sentait le café et le papier. À l'avant, sous le sceau de l'État de Californie, la juge ajusta ses lunettes et déclara d'une voix claire « Le tribunal est ouvert, affaire du peuple contre Richard Hayes ». Eleanor entra discrètement par une porte latérale, escortée par une infirmière et un agent de sécurité. Elle semblait encore fragile, le visage pâle sous un maquillage léger, mais son regard demeurait ferme. Elle portait une simple robe bleu marine et un collier d'argent fin, le même qu'elle avait le soir de l'incendie. Les marques de brûlure sur son poignet dépassaient légèrement de sa manche. Alexander la suivait de près, s'asseyant au 2e rang, silencieux mais attentif. Lorsque Richard fut amené, la salle entière se figea. Il portait un costume sombre, froissé par les jours passés en détention. Son expression voulait paraître confiante, mais ses yeux le trahissaient. Ils croisèrent ceux d'Eleanor l'espace d'une seconde, et durant cette seconde, il ne fut plus le PDG admiré de tous, mais un homme effrayé par son propre reflet. Le procureur se leva le premier. « Votre honneur, l'État prouvera que Richard Hayes a délibérément tenté de tuer son épouse, Eleanor Hayes, en incendiant leur domicile alors qu'elle s'y trouvait. Les preuves incluent les enregistrements de surveillance, les documents d'assurance et les témoignages oculaires. » L'avocat de la défense se leva à son tour, la voix douce mais tendue. « Mon client maintient son innocence. L'incendie fut un accident. Les images de sécurité sont sorties de leur contexte. » Là-haut, un murmure parcourut la salle. Le procureur appuya sur une télécommande. Les lumières s'atténuèrent et un grand écran s'alluma. « Observons la nuit de l'incendie, dit-elle. La vidéo commence. » On y voyait Richard portant un bidon d'essence argenté dans le couloir de la villa.
La lumière rouge des flammes se reflétait sur son visage. Il se penchait pour verser le liquide sur le sol. Puis la caméra zooma, son briquet s'alluma. La salle d'audience devint silencieuse. La séquence se termina sur lui, quittant la maison et verrouillant la porte derrière lui. Un journaliste murmura au fond « C'est le moment ». Richard bougea sur son siège, la mâchoire crispée. Son avocat tenta d'intervenir, mais la juge leva la main. Objection rejetée, les preuves parlent d'elles-mêmes. Le procureur se tourna vers le jury. Vous venez de voir ce que Madame Hayes a vécu, mais si elle est ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un est intervenu. Madame Hayes, veuillez venir à la barre. Eleanor se leva lentement. L'infirmière lui serra la main avant de la laisser aller. Elle marcha jusqu'à la barre et s'assit. La greffière lui fit prêter serment. Sa voix resta stable lorsqu'elle dit « Je le jure ». Madame Hayes, commença le procureur d'un ton bienveillant, « Pouvez-vous raconter à la cour ce dont vous vous souvenez cette nuit-là » Eleanor inspira profondément. Ses doigts effleurèrent le petit médaillon autour de son cou. « Je me souviens de l'odeur de la fumée », dit-elle doucement. « Je me souviens avoir crié son nom sans réponse. Je me souviens avoir compris que toutes les portes étaient verrouillées de l'extérieur. Pensiez-vous que votre mari voulait vous faire du mal ?» Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. « Oui, il m'a regardé et m'a dit que le monde irait mieux sans moi. » Des exclamations parcoururent la salle. Le procureur hocha lentement la tête. Et que s'est-il passé ensuite? Eleanor regarda vers la fenêtre, comme si elle y voyait encore les flammes. « J'ai cru que j'allais mourir, mais quelqu'un est venu, Alexander Voss. Il a défoncé la grille et m'a sorti de là. » Le procureur esquissa un léger sourire. « Voyez-vous Monsieur Voss dans la salle aujourd'hui ?»« Oui, » répondit-elle en tournant la tête. « Il est là. » Alexander baissa les yeux, mal à l'aise sous le regard du public. L'avocat de la défense s'avança pour le contre-interrogatoire. « Madame Hayes, » commença-t-il avec un ton faussement courtois, « vous avez traversé beaucoup de stress, n'est-ce pas? Grossesse, hospitalisation, traumatisme. N'est-il pas possible que vos souvenirs soient, disons, altérés? Mes souvenirs, l'interrompit-elle d'une voix vive, sont ceux d'une maison en feu dont les portes étaient verrouillées et de l'homme que j'ai épousé tournant le dos. Je me souviens de chaque seconde. » L'avocat resta figé. La salle applaudit à mi-voix. Même le coup de marteau de la juge ne parvint pas à étouffer la vague de compassion qui parcourut le public. Lorsqu'elle quitta la barre, l'accusation présenta d'autres preuves, des signatures falsifiées, des messages supprimés récupérés sur le téléphone de Richard et le témoignage de Lydia Stone, la conseillère juridique devenue témoin à charge. Elle admit avoir aidé à rédiger les documents d'assurance sur les ordres de Richard. À la mi-journée, tout était dit. Le procureur prononça sa plaidoirie finale. Cette affaire ne concerne ni la richesse ni la réputation, elle concerne le contrôle. Un homme qui pensait que son pouvoir pouvait effacer la vérité. Mais la vérité, elle, ne brûle pas. Quand la juge prit la parole, sa voix était ferme et posée. Les preuves contre l'accusé sont accablantes. La demande de libération sous caution est rejetée. Le procès passera directement à la phase de condamnation après révision finale. L'avocat de Richard lui murmura quelque chose, mais il n'écoutait pas. Son regard restait fixé sur Eleanor. Pour la première fois, il n'y avait plus de colère, seulement du vide. Alors que les agents l'emmenaient, il se tourna légèrement. « Tu m'as détruit » murmura-t-il. Eleanor ne broncha pas. « Non » répondit-elle calmement. « Tu t'es détruit tout seul. » Mololette. Les portes se refermèrent derrière lui dans un bruit sourd qui résonna dans toute la salle. Dehors, les flashs reprirent. La foule s'enflamma tandis que le verdict envahissait les réseaux. Les titres apparurent en quelques minutes. Eleanor Hayes témoigne. La vérité triomphe au tribunal. Une tentative de meurtre ébranle l'élite californienne. À l'intérieur, Eleanor resta longtemps assise dans la salle vide. Alexander la rejoignit en silence et lui tendit une bouteille d'eau. « C'est fini », dit-il. Elle hocha lentement la tête. « Non, ce n'est que le début. » Le doux bruit de l'océan s'élevait à travers les fenêtres du tribunal, apaisant et infini. Et pour la première fois, il ne sonnait plus comme un avertissement.
Il sonnait comme la liberté. La nouvelle de l'audience se répandit plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Dès le lendemain matin, toutes les grandes chaînes avaient repris l'histoire. Le Monde ne chuchotait plus le nom de Richard Hayes. Il le criait. Les titres financiers s'embrasèrent. Hayes Real Estate s'effondre du jour au lendemain. Les investisseurs retirent des millions après le procès pour incendie criminel. D'un PDG à un criminel. La chute d'un roi de l'immobilier. Aïe. Au lever du soleil, des hélicoptères survolaient le siège rutilant de Hayes Real Estate au centre de Los Angeles. Les employés se rassemblèrent dans le hall, regardant les reportages télévisés dans un silence stupéfait. Le logo de l'entreprise, autrefois symbole de luxe et de puissance, vacilla sur le grand écran numérique avant de s'éteindre complètement. Dans la salle du conseil, c'était le chaos. Les dirigeants s'invectivaient, les voix se mêlaient, des feuilles volaient sur la longue table en acajou. « C'est une catastrophe !» cria un directeur. « Vous comprenez ce que cela signifie? C'est fini. Tous les contrats, tous les investisseurs, envolés. » Un autre frappa du poing sur la table. « La presse est devant la porte. Ils disent que c'est le plus grand scandale financier de la décennie. » Seichwo, à la tête de la table, la présidente intérimaire, pâle et épuisée, parla d'une voix éteinte. « Nous ne pourrons pas nous relever de cela. Il faudra dissoudre la société. » Pendant ce temps, à la prison du comté, Richard Hayes était assis dans sa combinaison orange, fixant le vide à travers les barreaux. Ses cheveux étaient en désordre, son visage couvert de barbe. On lui avait retiré sa montre, son téléphone et son alliance. Il ne lui restait que le silence. Il avait bâti un empire sur l'apparence, la maison parfaite, l'épouse parfaite, la vie parfaite. À présent, tout n'était plus que cendre. Son avocat vint le voir, la voix sèche et distante. « Vous n'aurez pas de libération sous caution, dit-il. Les preuves sont irréfutables. Lydia Stone a témoigné ce matin. Elle a admis que vous lui aviez ordonné de falsifier la signature de votre femme. » Richard leva brusquement la tête. « Elle m'a trahi? Elle s'est sauvée, » répondit l'avocat. « Vous lui avez dit quoi faire. Elle a les messages pour le prouver. » Richard eut un rire amer. « Elle devait m'aimer. Elle n'allait pas ruiner sa carrière pour vous, » dit l'avocat. « Personne ne le fera. » Il quitta la pièce, laissant Richard seul face à son reflet dans la vitre rayée. L'homme qui lui rendait son regard n'avait rien d'impuissant. Il paraissait minuscule. De l'autre côté de la ville, Lydia Stone se tenait devant un mur de journalistes, les mains tremblantes. Elle lut sa déclaration d'une voix fragile. « Je regrette ma participation aux actes de Richard Hayes. J'ai coopéré avec les autorités pour assurer justice à Madame Hayes. Personne ne mérite ce qu'elle a enduré. » Les flashs crépitèrent. Le murmure du public s'éleva. Sa confession fut le dernier clou du cercueil. À l'hôpital, Eleanor regardait la couverture médiatique sur la petite télévision de sa chambre. L'infirmière ajustait son oreiller pour la mettre à l'aise. Mais Eleanor ne détournait pas le regard de l'écran. Alexander entra discrètement, tenant 2 tasses de café. « Tu ne devrais pas regarder ça, » dit-il doucement. Elle ne bougea pas. « J'en ai besoin, » répondit-elle. « C'est la seule façon d'y croire vraiment. » La voix du présentateur remplit la pièce. Hayes Real Estate a officiellement déposé le bilan à la suite de multiples accusations de fraude. Richard Hayes reste en détention en attendant sa condamnation. Ses avoirs seront gelés pendant l'enquête. Eleanor expira lentement, les yeux embués de larmes qui ne coulèrent pas. « Il pensait pouvoir me détruire, dit-elle. Il s'est détruit lui-même. » Alexander lui tendit une tasse. Le karma trouve toujours son chemin. Elle hocha la tête et prit une gorgée. Le café avait un goût amer, mais c'était la réalité. « Je ne veux pas de vengeance, » dit-elle calmement. « Je veux juste la paix. » Il sourit faiblement. « Tu l'as mérité. » Devant l'hôpital, les journalistes campaient encore près de l'entrée. Chaque fois que le nom d'Eleanor apparaissait dans un titre, des milliers de commentaires de soutien envahissaient les réseaux. Des survivantes partageaient leurs propres histoires sous le même mot-clé qui avait tout déclenché, « Justice for Eleanor ». La nuit, quand le monde se taisait, elle s'asseyait près de la fenêtre pour regarder les lumières de la ville. Quelque part, Richard était assis dans une cellule, confronté aux ténèbres qu'il avait créées. Et pour la première fois depuis des années,
Elle n'avait plus peur de lui. Une semaine plus tard, la juge rendit sa décision officielle. Richard Hayes fut condamné à 30 ans de prison d'État pour tentative de meurtre, incendie criminel et fraude à l'assurance. Le tribunal était à nouveau plein, bien qu'Eleanor ait choisi de ne pas venir. Elle l'avait déjà affronté une fois, elle n'avait pas besoin de le voir tomber. Devant le palais de justice, les journalistes se pressaient encore lorsque le verdict fut lu. Un titre résuma tout, Empire de fumée. L'ascension et la ruine de Richard Hayes. Dans sa chambre d'hôpital, Eleanor éteignit la télévision et regarda la photo d'échographie collée au mur. Le petit battement de cœur qui avait survécu à tout battait encore. « On a réussi », murmura-t-elle. « Toi et moi. » Alexander frappa doucement à la porte. « Prête à rentrer à la maison ?» Elle sourit. « Oui, mais pas cette maison, plus jamais. » Dehors, le monde avait continué à tourner, mais les traces de l'incendie demeuraient, l'odeur de fumée, le bruit lointain des vagues contre la côte. Pourtant, cette fois, ce son n'était plus angoissant. Il était purifiant. Alors qu'il s'éloignait de l'hôpital, la ligne d'horizon brillait d'or sous le soleil du soir. Pour Eleanor, la ville ne ressemblait plus à un lieu de cauchemar. Elle ressemblait à un point de départ. Et quelque part derrière eux, les cendres de l'ancien monde se refroidissaient, emportées par le vent. 6 mois passèrent. Le printemps revint, doux et vert. Le même ciel qui autrefois avait été chargé de fumée brillait désormais d'une lumière claire. Les cendres de l'ancien monde s'étaient depuis longtemps dispersées, emportées par le vent et le temps. Sur un coin tranquille de la côte californienne, un petit cottage se dressait au bord d'une falaise. Ses murs blancs étincelaient sous le soleil et son jardin débordait de fleurs sauvages. C'était là qu'Eleanor Hayes avait choisi de recommencer. Elle se réveillait au son des vagues, et non plus des sirènes. La brise du matin sentait le sel et le jasmin. Pour la première fois depuis des années, elle dormait sans peur. Les cauchemars s'étaient estompés peu à peu, remplacés par des rêves de sa fille. Le bébé, Hope, avait maintenant 6 mois, une petite fille aux yeux vifs, aux boucles douces, avec un sourire qui semblait guérir l'air autour d'elle. Elle était assise dans sa chaise haute près de la fenêtre, riant tandis que la lumière du soleil se répandait sur la table. Eleanor lui donnait de la purée de banane et riait doucement lorsque Hope s'en mettait plein les joues. « Petite maladroite », murmura-t-elle en lui essuyant le visage. « Mais on apprend toutes les deux, n'est-ce pas ?» Chaque jour demandait encore des efforts. Guérir n'était pas simple. Les cicatrices sur le poignet d'Eleanor s'étaient estompées, mais parfois, quand le vent soufflait trop fort, sa respiration se bloquait. L'odeur de fumée pouvait encore lui serrer la poitrine. Pourtant, chaque fois que la peur revenait, elle trouvait le moyen de la traverser. La thérapie l'aidait. Et aussi le petit cercle de femmes qu'elle rencontrait lors du groupe de soutien. Elle se retrouvait chaque mercredi dans une salle baignée de lumière, assises en cercle avec des tasses de thé et des cœurs ouverts. Certaines pleuraient en parlant. D'autres écoutaient simplement. Eleanor partageait rarement toute son histoire, mais quand elle le faisait, sa voix ne tremblait plus. Un après-midi, à la fin d'une séance, une jeune femme nommée Léa s'approcha d'elle. « J'ai vu ton interview, » dit-elle doucement. « Celle où tu disais que la vérité ne brûle pas. C'est ce qui m'a aidé à quitter mon mari. » Eleanor sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est toi qui l'as fait, » répondit-elle en lui prenant la main. « Je t'ai juste rappelé que tu en étais capable. » Ces moments-là lui rappelaient pourquoi elle avait créé la fondation. Le Phoenix Fund for Women était né d'une idée pendant son séjour à l'hôpital. Avec l'aide d'Alexander, il était devenu réel. Ils offraient une aide juridique, un accompagnement psychologique et des logements d'urgence pour les femmes fuyant la violence. Le nom n'avait pas été choisi au hasard. Phénix signifiait renaissance, revenir à la vie, repartir à zéro. L'après-midi, Eleanor travaillait à un petit bureau dans le salon du cottage, entouré de papiers et d'un désordre paisible. Hope dormait dans son berceau à côté, sa respiration douce se mêlant au bruit de la mer. Alexander venait souvent, apportant des courses ou des vêtements pour bébé dont elle n'avait pas besoin. Il ne restait jamais trop longtemps, ne dépassait jamais les limites. Parfois, il partageait un café sur la véranda pendant que Hope dormait. «
Ton nom est partout encore, dit-il un matin en faisant défiler son téléphone. Les gens t'appellent la voix des survivantes. On parle même d'un documentaire. Eleanor sourit en secouant la tête. Je ne veux pas être célèbre. Je veux juste que la prochaine femme sache qu'elle n'est pas seule. Il acquiesça. C'est exactement pour ça que tu es la bonne personne. Elle le regarda, reconnaissante. Il était là depuis la nuit de l'incendie, stable et discret, plus comme un sauveur, mais comme un ami. Parfois, leurs mains se frôlaient en attrapant la même tasse, et ils faisaient tous deux semblant de ne pas le remarquer. Cette chaleur silencieuse suffisait. Ce soir-là, après son départ, elle descendit à la plage avec Hope. Le coucher du soleil peignait l'océan d'or et de pourpre. Le bébé riait au son des vagues. Eleanor la posa sur une couverture et s'assit à côté d'elle, le sable frais sous ses pieds. Elle sortit le petit médaillon qu'elle portait toujours et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo, non pas du passé, mais du présent. La minuscule main de Hope entourant son doigt. En dessous, elle avait écrit 2 mots. « Nous avons survécu ». Le vent se leva, apportant le parfum du sel et des fleurs sauvages. Pour la première fois, elle osa prononcer les mots qu'elle n'avait jamais cru possibles. « Nous sommes libres ». De retour au cottage, elle coucha Hope et alluma la petite lampe près de la fenêtre. Elle ouvrit son journal et se mit à écrire. Pas sur la douleur, cette histoire avait déjà été racontée, mais sur l'avenir. Elle nota des projets pour développer la fondation, des idées de programmes d'entraide, des moyens de collaborer avec des refuges dans tout l'État. Son écriture était assurée. Chaque ligne tracée l'éloignait un peu plus de la peur. Avant de se coucher, elle vérifia une dernière fois le babyphone. Hope dormait paisiblement, un poing posé contre sa joue. Eleanor la regarda longtemps, écoutant le souffle régulier de sa fille. C'était le son le plus pur du monde. Dehors, la lune s'éleva au-dessus de l'océan, brillante et pleine. Les vagues scintillaient sous sa lumière, régulière et éternelle. Eleanor tira les rideaux et murmura une prière de gratitude pour la survie, pour la force, pour une nouvelle chance. Alors qu'elle s'allongeait, le vent fit entrer un son familier par la fenêtre ouverte, faible, comme le crépitement d'un feu, mais plus doux maintenant, non plus la destruction, mais la renaissance. Elle sourit dans l'obscurité, sachant que même ce qui l'avait autrefois terrifié s'était transformé en quelque chose de nouveau. Le matin reviendrait. Hope se réveillerait, affamée et rieuse, et Eleanor se lèverait, non plus comme la femme qui avait survécu à l'incendie, mais comme celle qui avait bâti une vie après lui. Le feu lui avait tout pris autrefois. À présent, il lui avait rendu ce qu'elle avait perdu, elle-même. Le ciel se teintait des couleurs douces de l'aube. Les vagues roulaient doucement contre le rivage, effaçant un peu plus de la nuit à chaque ressac. Dans le petit cottage au bord de la mer, la lumière glissait sur le plancher de bois et venait caresser le berceau près de la fenêtre. Le bébé bougea, étirant ses minuscules doigts vers le soleil levant. Eleanor ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle resta immobile, écoutant le silence. Il n'y avait ni sirène, ni cri. Seulement le rythme régulier de la mer et la respiration paisible de sa fille. Elle sourit. C'était la paix. Il avait fallu le feu, la perte et la douleur pour l'atteindre. Mais elle y était enfin. Elle se leva, enfila un châle sur ses épaules et s'approcha du berceau. « Bonjour, Hope », murmura-t-elle. « C'est un nouveau jour. » Le bébé battit des paupières, puis sourit, ce même sourire lumineux qui rappelait à Eleanor la lumière après les ténèbres. Elle la prit dans ses bras, respirant le doux parfum de lait et de chaleur. En bas, la bouilloire siffla doucement. Eleanor versa le thé, ses mains désormais stables, son esprit apaisé. Sur la table de la cuisine reposait une pile de lettres, des dons pour le Phoenix Fund, des remerciements de femmes qui avaient trouvé de l'aide, des récits de survie et de courage. Elle les lut lentement, une à une, le cœur rempli de gratitude. Une lettre attira son attention. Elle était écrite d'une main soignée, un peu tremblante mais ferme. « Chère Madame Hayes, j'ai vu votre histoire à la télévision. J'ai été prisonnière pendant des années d'une vie dont je croyais ne jamais pouvoir sortir. Mais après vous avoir vu, j'ai fait ma valise et je suis partie le lendemain. Vous ne me connaissez pas,
mais vous m'avez sauvé. Merci d'avoir prouvé que même la plus petite étincelle peut allumer un feu nouveau, celui qui réchauffe au lieu de brûler. Eleanor serra la lettre contre sa poitrine. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient celles, silencieuses, qui viennent quand le cœur commence enfin à croire à sa propre guérison. Elle replia soigneusement la lettre et la glissa dans son journal. Puis elle leva les yeux vers l'horizon infini. L'océan s'étendait, vaste, bleu et vivant. Quelque part au-delà, d'autres femmes se réveillaient aussi, réalisant que ce jour pourrait être celui d'un nouveau départ. Plus tard dans la matinée, Alexander arriva avec 2 tasses de café. Il sourit lorsqu'elle ouvrit la porte. « Toujours debout de bonne heure, dit-il. »« Vieille habitude, répondit-elle. J'aime voir le lever du soleil. » Là, il entra et regarda autour de lui les papiers et les photos accrochées au mur, des images de femmes reconstruisant leur vie, tenant leurs enfants, souriant sans peur. « Tu as accompli tout cela en moins d'1 an, dit-il. Tu as transformé ta douleur en force. » Elle servit le café pour tous deux. « Je ne l'ai pas fait seul. J'ai juste décidé d'arrêter de me cacher. Quand j'ai cessé de fuir ce qui s'était passé, tout le reste a suivi. » Ils s'assirent ensemble sur la véranda, observant la mer passer du gris à l'or. Le vent souleva ses cheveux et, un instant, tout sembla suspendu. Alexander inspira profondément. « Tu sais, un journaliste de New York veut écrire un livre sur toi. Sur l'incendie, le procès, tout. » Eleanor secoua doucement la tête. « Je ne veux pas que l'histoire parle du feu. Je veux qu'elle parle de ce qui est venu après. » Il hocha la tête avec compréhension, alors faisant une histoire d'espoir. « Julie !» Elle sourit à ce mot. « Hope !» C'était à la fois le nom de sa fille et la raison pour laquelle elle continuait d'avancer. « Peut être un jour !» murmura-t-elle. Ils restèrent silencieux à regarder les mouettes tournoyer au-dessus des vagues. Quand le bébé se mit à pleurer, Eleanor se leva et rentra à l'intérieur. Elle prit Hope dans ses bras et s'approcha de la fenêtre ouverte. La lumière du soleil les enveloppa toutes deux, douce et bienveillante. Sa voix fut un murmure presque imperceptible, destiné à l'enfant seul. « Tu grandiras en sachant à quoi ressemble la vraie force. Pas la colère, pas la peur, mais la force. Celle qui reconstruit au lieu de détruire. » Le bébé gazouilla et saisit son collier, le médaillon d'argent qu'elle ne quittait jamais. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo d'elles deux, mère et fille, survivantes. Eleanor regarda de nouveau l'horizon. Son reflet apparaissait faiblement dans la vitre, non plus celui de la femme effrayée du manoir en flammes, mais celui d'une femme nouvelle. Entière. Plus tard dans l'après-midi, elle enregistra un court message pour le site de la Fondation. La lumière rouge de la caméra clignota. Elle parla directement à l'objectif, la voix calme mais assurée. « Si vous regardez ceci et que vous vous sentez piégé, écoutez-moi. Il existe une issue. Vous n'êtes pas invisible et vous n'êtes pas impuissante. Il y a des gens prêts à vous aider. Il suffit de faire le premier pas. » Elle marqua une pause, les yeux brillants. Parfois, la vérité fait mal avant de guérir, mais elle guérit. Et quand elle le fait, vous verrez qu'après l'incendie, la vie peut recommencer. Quand la caméra s'éteignit, elle expira, plus légère. Elle envoya la vidéo à son équipe qui la publierait plus tard dans la soirée. À la tombée de la nuit, le cottage se remplit d'une douce lumière dorée. Hope dormait paisiblement dans son berceau, sa petite main posée près de celle de sa mère. Eleanor s'assit près de la fenêtre, sirotant du thé, écoutant le rythme des vagues. Dehors, une lanterne brillait doucement sur la véranda, une lumière solitaire dans l'obscurité, constante et sans peur. Elle la regarda vaciller et sourit. « Pour toutes celles qui cherchent encore, » murmura-t-elle, « que cette lumière vous guide. » L'écran s'éteignit. Une musique de piano douce commença à jouer. Puis un message simple apparut en lettres blanches. « Parfois, l'épreuve ne condamne pas seulement, elle libère. » En dessous, une autre ligne s'afficha. « Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes en danger, appelez la ligne d'aide nationale contre la violence domestique 1-800-799-S AFE 7233. De l'aide est disponible. Vous n'êtes pas seul. » La musique s'éteignit. Le son des vagues resta encore quelques secondes, puis le silence.